Les Iraniens, d'après ce que nous, on a pu étudier, ils aspirent à la liberté, à l'égalité, à la fraternité et à un régime démocratique. Oui, ils sont les héritiers de 1789 par plein d'aspects. Alors qu'en Iran, des manifestations historiques ont eu lieu il y a quelques semaines, manifestations réprimées dans le sang, avec plus de 30 000 manifestants tués selon certaines sources, sur les réseaux et sur X, c'est notamment l'origine de ce soulèvement qui a fait parler. Et particulièrement quand certains utilisateurs, certaines personnalités publiques ou alors certains responsables politiques ont très vite soutenu le mouvement, notamment en évoquant comme prétexte à ce dernier celui de la lutte contre la vie chère. Et cet argument, il a provoqué une vague de réactions et de nombreuses comparaisons assez ironiques, assez sarcastiques, dont une, celle visant la Révolution française. Donc en gros, certains se sont moqués de l'argument économique en sortant la carte de 1789, comme par exemple dans ce tweet qui a été vu de nombreuses fois et qui a été très relayé. Et puis par la suite, un véritable débat s'en est suivi sur les origines de 1789. Le peuple s'est-il révolté pour des raisons économiques, pour des raisons politiques, pour des raisons idéologiques, etc., etc. Et donc énormément de choses ont été dites, et je me suis dit que l'avis d'un connaisseur ou d'une connaisseuse ne serait sûrement pas de trop. C'est pourquoi je suis allé à la rencontre de Stéphanie Rosa, qui est spécialiste des idées des Lumières et de la Révolution française, et qui s'apprête en plus à sortir un livre sur l'Iran et sa trajectoire politique. Il s'appelle Mein Kampf à Téhéran, et il est écrit avec Amir Pacha Tavakoli, qui est auteur et docteur en sciences politiques. On a donc pu aborder les raisons, les déclencheurs de 1789, ainsi que les nombreux parallèles avec la situation en Iran aujourd'hui. Donc préparez-vous pour une petite plongée dans le passé. Donc d'abord, attaquons-nous à la question principale. Quelle crise a déclenché la révolte de 1789 ? Pourquoi finalement le peuple est descendu ? Pourquoi il s'est révolté ? Parce que d'un côté, certains appuient réellement sur cet argument économique, et de l'autre côté, beaucoup de personnes le considèrent comme mineur, voyant cette révolution être dirigée contre le régime avant tout. Et vous allez peut-être être déçus, mais évidemment, la réponse se trouve au milieu, et d'ailleurs fait écho à la situation en Iran. Il y a une crise structurelle, effectivement, de l'économie d'Ancien Régime. Donc, il y a une crise financière. La monarchie, elle est exsangue. Les dettes sont monstrueuses. Et il y a une crise frumentaire qui s'ajoute à la première, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs mauvaises récoltes dans la deuxième moitié des années 1780, du coup, qui aggrave les choses. Mais en réalité, et en fait c'est le cas aussi en Iran aujourd'hui, la crise économique, elle est liée à la structure sociopolitique. C'est-à-dire, on peut pas vraiment séparer les deux, parce que la crise financière de l'Ancien Régime, elle est directement liée au fait que on a des privilégiés, donc on a la noblesse et le clergé, qui ne payent pas d'impôts, donc qui ne contribuent pas au budget de l'État, et qui par contre le vide, pille les finances de l'État, notamment, c'est des choses qui sont connues des contemporains, en faisant des fêtes extraordinaires, fastueuses à la cour de Versailles, qui coûtent extrêmement cher. Donc on peut pas vraiment séparer en fait la question économique et la question politique, et en Iran c'est un peu la même chose. Est-ce que sans cette crise économique, il y aurait eu un soulèvement contre contre les élites, on va dire? Ça joue un rôle déclencheur, c'est sûr. Bien sûr que si le peuple rentre en ébullition à partir de 1788-89, au moment où le roi décide la convocation des États généraux, c'est évidemment lié aux difficultés matérielles. Mais encore une fois, la convocation des États généraux elle-même, c'est la conséquence de plusieurs années où le roi a essayé de convoquer des assemblées de notables, de privilégiés, etc., pour leur demander de renoncer à certains privilèges et donc de payer des impôts, et où ces notables ont opposé un refus catégorique. Donc c'est le blocage politique qui décide, mais qui est un blocage politique sur des questions économiques en partie, voilà, mais qui est lié à la structure Ancien Régime, qui est lié au fait que les privilégiés, ni les nobles, ni le clergé, n'imaginent un seul instant qu'ils doivent rendre les mêmes comptes à la nation que le tiers d'État. Donc voilà, donc tout ça est complètement imbriqué, et c'est ça qui décide le roi à convoquer les États généraux. Et donc c'est dans ce contexte où on en veut aux privilégiés, où on a des difficultés économiques, mais on en veut aux privilégiés de rien faire pour les régler, que commence la révolution. Donc en réalité, tout est étroitement lié et imbriqué. Mais alors on peut se demander si cette révolution, si ce soulèvement
a également un aspect idéologique et pas seulement matériel. Est-ce que concrètement, le peuple qui manifeste dans la rue porte des idées? Est-ce qu'il porte une nouvelle vision de la société? Au moment de la convocation des États généraux en 88-89, il y a une extraordinaire agitation qui s'empare du pays. On a des réunions partout pour préparer donc les fameux cahiers de doléances, donc pour réfléchir ensemble à ce qu'on va demander aux États généraux. Et en fait, il y a un éveil qui est à la fois aux questions sociales et politiques. C'est un peu indissociable en fait. Alors oui, la monarchie, elle est discréditée notamment par les dépenses somptuaires qui sont faites à la cour, qui choquent beaucoup l'opinion, par l'impuissance du roi, en fait, de régler les problèmes que traverse le pays, aux difficultés matérielles. Mais il faut voir aussi que dans cette grande ébullition de l'année 1788, début d'année 89, commencent à aussi fleurir des pamphlets venant de des intellectuels, enfin on n'appelait pas ça encore des intellectuels, mais voilà, des gens lettrés, des avocats, des journalistes, voilà, des gens qui vivent de leur plume en partie et qui contestent à la fois la situation économique, mais qui contestent aussi l'ordre politique, et les idées commencent à se diffuser. Et notamment, enfin, le pamphlet peut-être le plus célèbre de cette période, c'est le pamphlet de l'abbé Sieyès qui s'appelle « Qu'est-ce que le tiers-État ?» avec cette fameuse accroche qui a fait le tour de France, quoi. Qu'est-ce que le tiers-État dans la nation? Tout. Qu'est-il dans l'ordre politique? Rien. Et à quoi aspire-t-il? À être quelque chose. Donc, il y a une remise en cause, voilà, qui est politique. Est-ce que le peuple, par exemple, qui manifeste à la Bastille ou quoi, est conscient de ça et a connaissance de cette dimension un peu plus intellectuelle? Et puis évidemment, c'est difficile de dire à quelle étape, qui connaît quoi. Mais ce qui est certain, c'est que dans les districts, puis les sections sans culottes parisiennes, les références philosophiques existent. Il y a beaucoup de références à Rousseau, au contrat social. Il y a des références à Montesquieu. Il y a des références à Raynal, donc à des penseurs des Lumières. Donc c'est pas directement les représentants politiques de l'époque, c'est leurs prédécesseurs, on va dire. Mais donc je dirais que la culture des Lumières et la culture politique, des Lumières, qui va devenir une culture révolutionnaire à partir de juin 89, elle se diffuse petit à petit dans le peuple et comme toujours dans toute révolution, en fait, l'horizon politique des gens qui entrent en lutte s'élargit petit à petit. Donc maintenant que l'on sait que cette révolution a une cause plurielle, que le peuple en est conscient, on pourrait très bien faire le parallèle avec ce qui se passe en Iran, où l'on voit de la même façon des revendications qui vont bien au-delà de l'aspect matériel. Et à partir de là, on peut se demander qu'est-ce qui a fait qu'en 1789, c'est aller au bout? Qu'est-ce qui doit apparaître finalement en Iran? Car avant 1789, des crises financières, il y en a eu un paquet. Et elles ont été, a posteriori, sans conséquences existentielles pour le régime en place. Mais alors, qu'est-ce qui a fait que cette fois, c'était la bonne? Il y a quelque chose dont j'espère qu'elle va émerger en Iran, c'est des leaders politiques, des représentants qui incarnent une alternative. En mai-juin 1789, les députés du tiers-État se rendent compte que le roi a décidé un vote par ordre aux États généraux et pas par tête, et que donc par ordre, ils sont minoritaires puisqu'ils représentent une voix, alors que les privilégiés, la noblesse et le clergé représentent 2 voix. Hop, petite interruption parce qu'on a peut-être perdu beaucoup de gens sur ce coup. Alors les États généraux, c'est une grande assemblée qui a été convoquée en mai 89 et qui réunit le clergé, la noblesse et le tiers-état avec pour objectif tout simple de résoudre la crise du royaume. Le problème, c'est donc ce système de vote. Le tiers-état voulait un vote par tête où chaque député compte, mais au final le vote s'est fait par ordre. Résultat, chaque ordre avait une voix et comme le clergé et la noblesse étaient alliés, ça rendait le système injuste puisque le tiers-état était voué à perdre. Et donc ils décident un coup de force, au mois de juin 1789, ils décident de se proclamer eux-mêmes, avec une minorité de députés de la noblesse et du clergé, assemblée représentant de la nation, l'Assemblée nationale. Ils décident que la nation, c'est eux. Et donc, là, la révolution, elle a une tête. Elle a une tête politique. Et donc, évidemment, cette tête politique, elle va jouer un rôle très important. Mais, parallèlement, le mouvement populaire, il est là dès 1788, j'ai oublié de le dire, mais
il y a des émeutes, il y a des affrontements avec la troupe royale sur des questions qui sont beaucoup des questions économiques, mais les choses vont évoluer. Comme vous le savez, en juillet 89, on a la prise de la Bastille. Donc ça, c'est l'émeute la plus connue, mais elle a été, encore une fois, elle n'est pas isolée en fait, si on regarde sur plusieurs mois. Et puis surtout, à l'été 89, il y a ce qu'on appelle la grande peur dans les campagnes, c'est-à-dire que les paysans, se rendant compte que les choses sont en train de changer, prennent peur. Ils ont peur d'une réaction des nobles. Ils ont peur de se faire massacrer en fait. Et là, pareil, le politique et l'économique sont étroitement liés. Ils envahissent les châteaux et ils brûlent ce qu'on appelle les terriers. Ils brûlent le château souvent. Et ils brûlent les terriers, c'est-à-dire les registres de droits féodaux que les nobles donc faisaient peser sur les populations, les paysans depuis des siècles et des siècles. Donc il y a une lutte pour l'abolition des droits féodaux qui écrasent économiquement les paysans, en même temps que il y a évidemment l'idée que qu'il faut les abolir à l'échelle nationale. Donc il faut des réformes politiques. Et de fait, la grande peur, elle débouche sur la nuit du 4 août 1789. En fait, les privilégiés, ils ont peur, et même les représentants de la nation, qui sont quand même pour beaucoup des bourgeois, même dans le tiers état, prennent peur, se demandent jusqu'où vont aller les paysans, et ils abolissent. Il y a une première abolition des privilèges partielle contre rachat, mais quand même une première abolition des privilèges à l'issue de cette grande peur. Il y a aussi un terme qui est celui de révolution bourgeoise. Bourgeoise, voire capitaliste, que c'était les bourgeois qui avaient décidé de passer à un système plus capitaliste. Est-ce qu'on peut vraiment maintenant affirmer que cette révolution a été menée uniquement par la bourgeoisie et que le peuple a finalement joué un rôle seulement de moteur? Alors, la révolution a été dirigée par la bourgeoisie, pas forcément. Alors, différentes fractions de la bourgeoisie, la grande bourgeoisie, les armateurs, par exemple, bordelais, des grands commerçants qui s'étaient notamment enrichis au fil des décennies avec le commerce triangulaire en partie, mais aussi la petite bourgeoisie, beaucoup d'avocats dans les différentes assemblées révolutionnaires, des journalistes, des gens comme ça. Donc, elle a une direction, on va dire, bourgeoise, même s'il y a aussi quelques nobles, quelques représentants du clergé, voilà. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de paysans et d'artisans dans les assemblées révolutionnaires, c'est certain. Et ce qui est certain aussi, c'est que finalement, la Révolution française a accompli des tâches qu'on pourrait considérer comme des tâches bourgeoises, c'est-à-dire qu'elle a mis fin aux injustices de l'Ancien Régime, elle a mis fin à la toute-puissance de l'Église aussi sur la société, qui était une des caractéristiques de l'Ancien Régime. Elle a libéré le marché en France, elle a levé les entraves qu'il y avait à l'époque féodale à la circulation des marchandises, à la libre vente des marchandises, elle a libéré le marché du travail aussi, les corporations d'Ancien Régime ont été abolies. Donc il y a des objectifs bourgeois qui ont été atteints. Et je crois que ça reste valable de dire cela. Cela dit, beaucoup d'historiens, y compris des historiens marxistes, ont depuis longtemps aussi fait observer que la mobilisation populaire n'avait pas été purement un appoint ou un soutien, mais que le mouvement populaire, il avait aussi formulé ses propres revendications très vite, quasiment depuis le début, et que ces revendications, elles avaient eu un effet sur la Révolution française. C'est-à-dire que entre la première déclaration des droits de l'homme, qui est formulée en août 89, et la deuxième déclaration des droits de l'homme, qui est le préambule de la Constitution de juin 1793, il y a les droits sociaux qui apparaissent. Le droit au travail, le droit à la subsistance, le droit aux aides quand on est incapable d'assurer sa propre subsistance par le travail en cas de maladie, de vieillesse, etc. Le droit à l'insurrection, la souveraineté populaire. Donc ça, c'est des choses qui sont affirmées dans la déclaration de 93. Et qu'ils ont été entendus par les... Ils ont été entendus, ils se sont fait entendre, oui, on va le dire plutôt comme ça. Et cette empreinte du mouvement populaire sur la Révolution française, elle est extrêmement importante d'un point de vue politique, puisque c'est quand même de la Révolution c'est la matrice, la Révolution française, la matrice de tous les courants socialistes de l'époque ultérieure. Tous les courants socialistes, des communistes aux anarchistes, des libertaires, appelez-les comme vous voulez, voilà, en passant par les différents courants
du socialisme, les premières formulations de ces projets, c'est au moment de la Révolution, et c'est évidemment lié à ce qu'on observe à l'époque, ce que les contemporains observent, la puissance du mouvement populaire, les revendications qu'il porte, et tout le monde, pour certains, ils se disent, finalement, la destination naturelle de la Révolution française, c'est l'égalité sociale radicale. C'est pas juste l'égalité politique, c'est pas juste la fin des privilèges, c'est l'égalité matérielle pour tous, la République des égaux, comme dit Babeuf, en 1787. Donc, la Révolution française a ce double caractère, et elle a été perçue dans les décennies, les siècles qui ont suivi, de toute façon, comme un souvenir d'émancipation, et aussi une matrice de l'émancipation ultérieure, y compris pour des combattants anticolonialistes, anti-esclavagistes, pas juste pour les socialistes européens, mais à travers le monde aussi. Gilbert Soboul disait, c'est une révolution bourgeoise à soutien populaire, et ça change tout en fait. Et enfin, pour finir, j'ai tout simplement voulu questionner Stéphanie Rosa sur la pertinence de cette comparaison entre Révolution française et situation politique en Iran. Et on se rend compte finalement que les liens, ils sont beaucoup plus nombreux qu'on pourrait le penser. Moi, je viens de terminer un livre sur l'Iran, avec un collègue iranien, on l'a fait ensemble. Il va sortir en mars. Donc, je me sens concernée par cette question. L'Iran a eu une histoire compliquée parce qu'au début du XXe siècle, il y a eu une révolution, la révolution constitutionnaliste en 1906, qui s'est faite avec en partie les idéaux de 1789. C'est-à-dire que les intellectuels iraniens qui ont porté cette révolution, pas seuls, mais voilà, en partie, ils étaient animés d'idéaux issus de la Révolution française. Quand je vous disais tout à l'heure que la Révolution française, elle avait eu un écho émancipateur à travers le monde, un des exemples, c'est ce qui s'est passé en Iran. Et d'une certaine manière, la révolution de 1979, la révolution islamiste des mollahs, c'est une contre-révolution qui veut remettre en cause toute la modernité, qui rejette tout ce qui vient de l'Occident, qui rejette bien entendu les droits de l'homme, l'égalité homme-femme, la laïcité, le sécularisme, etc. Donc aujourd'hui, les Iraniens essayent avec un courage et un héroïsme qui force l'admiration, ils essayent de revenir d'une certaine manière aux idéaux de 89 par plein d'aspects, mais non pas contre l'ancien régime, comme c'était le cas au début du XXe siècle, mais contre déjà une contre-révolution. En quelque sorte, c'est une contre-révolution, on peut dire, ce qui se passe en Iran aujourd'hui. Et cette contre-révolution des mollahs, c'est vraiment une force réactionnaire qui n'aurait pas été pensable avant la Révolution française. C'est-à-dire que, pour moi, l'hypothèse qu'on va défendre dans le livre, c'est que, au fond, les mollahs, c'est, on va dire, une extrême droite fascisante. C'est la version orientale d'une extrême droite fascisante, comme il a pu y en avoir en Europe après la Révolution française, à partir du début du XXe siècle. Donc voilà les situations. Mais ce qui est certain, c'est que les Iraniens, d'après ce que nous on a pu étudier, ils sont profondément sécularisés au sens où vraiment en Iran les mosquées sont vides, les gens sont très loin de la religion aujourd'hui, ils aspirent à la liberté, à l'égalité, à la fraternité et à un régime démocratique. Donc oui, ils sont les héritiers de 1789 par plein d'aspects. Merci à Stéphanie Rosa d'avoir accepté cette invitation. Son livre Mein Kampf à Téhéran sort le 12 mars prochain. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochains extraits de l'interview, ainsi que des sujets à suivre.